Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invitée aujourd'hui est déjà passée sur Croire, c'est voir. Elle aide les femmes à se reconnecter à leur énergie féminine et à pleinement s'épanouir en tant que femme. Vous la connaissez, elle était passée pour l'épisode qui s'appelle donc, Retrouver sa souveraineté de femme grâce au corps. Vous aurez reconnu Caroline. Salut Caroline. Hello, ça va? Ça y est, on y arrive. Je suis trop contente. Vous avez loupé tous les problèmes techniques qu'on a eu pour réaliser cet épisode. Mais on y arrive et puis on fait ça avec beaucoup de décalage horaire, mais beaucoup d'envie, de plaisir d'être là, donc tout va bien se passer. C'est ça, exactement. Alors, donc aujourd'hui, l'idée, c'est justement de parler des croyances collectives au sujet des femmes, croyances collectives, croyances individuelles, qui ne leur permettent pas de pleinement s'épanouir et qui empêchent l'expression du soi profond. Puisqu'il y a eu l'épisode au sujet des hommes, là, l'idée, c'est vraiment de faire la même chose pour les femmes. Et Caroline est la meilleure personne pour ça, c'est sûr. Merci beaucoup pour ce compliment que je reçois infiniment. Je crois que c'est juste parce que c'est un sujet que j'adore. Je suis très passionnée. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et je suis vraiment très heureuse d'être là avec toi pour cet épisode. Génial. Alors justement, comment es-tu arrivée à ce beau parcours d'aider les femmes à éveiller leur essence féminine ? Alors on va essayer de condenser parce que sinon ça va être long. Alors moi j'aime bien dire que je suis née féministe, c'est-à-dire que je suis née dans les années 80, moi je suis de 82. Donc j'ai grandi dans cette période où le féminisme était du féminisme de working girl et de boss babe, vous savez. Donc du coup on a, moi j'ai grandi vraiment là-dedans, donc être indépendante, avoir besoin de personne, surtout pas d'un homme, quelle horreur. Et du coup c'était vraiment, j'ai grandi avec cette colère un petit peu, cette colère contre la société, cette colère contre les hommes, cette colère contre tout un tas de choses. Et j'ai aussi en parallèle eu une enfance assez chaotique avec, j'ai été agressée sexuellement quand j'étais enfant, donc il y a eu vraiment toute une base qui a fait que très très jeune, moi je me suis tournée vers la thérapie et le développement personnel parce que je sentais bien que moi ça n'allait pas et que mon entourage pourrait pas faire grand chose pour moi, donc il fallait que je me prenne en main. Et donc j'ai commencé assez jeune et j'ai fait ce parcours, donc thérapie, psychogénéalogie, tout un tas de choses. Moi j'étais vraiment très attirée par le spirituel depuis petite et donc je suis partie là-dedans pendant une dizaine d'années. Et en fait au bout de 10 ans, le constat était là, c'est que j'étais très consciente de tous mes problèmes, mais pas beaucoup plus heureuse dans mon quotidien. Et du coup il y a vraiment eu cette sensation à la fois d'overdose. Vous savez que quand on est dans cette logique de boulimie du spirituel, on va aller « Oh, c'est le nouveau bouquin, oh, c'est le nouveau truc, oh, c'est le... » Voilà, et en fait, on nourrit son mental en permanence jusqu'à saturation. Donc, il y a eu un peu ça, et il y a eu un peu ce constat que, en fait, je mets beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, et que je me suis pas mieux dans ma peau, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment fait un break pendant 1 an et demi, 2 ans. En mode je veux plus jamais entendre parler de spiritualité. De toute façon, tous ces gens qui voient la Vierge en couleur m'énervent. Vous voyez, c'est vraiment... Et en fait, je suis revenue à ça à travers une femme et un homme qui est Louis Sanza, qui, en fait, par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée dans une conférence et en fait, où il parlait de cette approche chamanique qui était la voie du sentir, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui à moi était vraiment ma porte d'entrée dans le corps.
Donc j'ai passé 2 ans et demi dans cette approche-là, avec à être enseignée par cette femme-là. Et du coup, ça a été vraiment un retour dans mon corps, dans mes sensations. Et du coup, très rapidement, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de potentiel là-dedans, que c'était extrêmement guérisseur à plein de niveaux et que cette réappropriation du corps me faisait un bien infini, en fait. Et à partir de là, ça a été vraiment un peu la boîte de Pandore qui s'est ouverte avec cet aspect-là du chaman. C'est un chamanisme très particulier. Louis appelait ça le chamanisme sans plume, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pas tout le côté folklorique. On est vraiment dans l'énergétique pure. Et du coup, c'est peut-être moins attrayant au premier abord. Il n'y a pas d'animaux totems et de trucs comme ça, mais par contre, en termes de profondeur, c'est assez dingue. Et donc il y avait cet aspect-là, il y a eu le tantra, il y a eu tout ce qui était thérapie somatique, parce que moi je suis infirmière à la base, donc j'ai quand même cet aspect très occidental médical. J'aime bien que ce que je vois soit validé par certaines formes de validation occidentale et cérébrale, ouais, ça m'aide aussi. Donc du coup, je me suis formée en thérapie somatique, j'ai fait tout un tas de choses autour de ça, et ce qui m'amène aujourd'hui à partager un peu ce que moi ça m'a apporté, c'est-à-dire vraiment la réappropriation de mon corps, ce que j'appelle se libérer des chaînes du patriarcat, parce que pour moi le patriarcat c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Je pense qu'on en avait pas mal parlé dans le premier épisode. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qu'on porte en fait, c'est un formatage, et on le porte tous. Donc c'est vraiment tout un travail d'aller voir où est-ce qu'on a notre critique intérieure, nos juges, nos limitations personnelles, tout ça, ce dont on va pas mal parler aujourd'hui, je pense. Et il y a tout cet aspect-là, et aussi tout l'aspect réappropriation de son plaisir, réappropriation de sa sexualité, réappropriation de son pouvoir de femme. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que je partage énormément. C'est comment on se réapproprie toutes les parts de nous-mêmes pour devenir complète. C'est mon membership, c'est juste ça. On fait ça tous les mois. On s'amuse énormément, mais c'est vraiment ce chemin-là qui m'amène aujourd'hui, à la fois à aider les femmes à se réapproprier moi, ce que j'appelle la souveraineté. Donc, c'est vraiment se libérer de tous ces blocages, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, ce dont tu parles vraiment. Et en parallèle, comment est-ce qu'on peut aussi créer la vie, la relation dont on rêve, parce qu'on vit dans une société où les relations, notamment les relations hétérosexuelles, mais les relations de couple globalement, sont tellement sclérosées par des croyances, des mauvais schémas, des mauvaises informations. Et ça a été toute une partie de mon travail ces dernières années, parce que moi je suis en couple depuis 13 ans. Et du coup, comment est-ce que je passais d'un couple où il y avait beaucoup de friction, où j'étais pas complètement satisfaite, et lui non plus, à un couple où on est dans un espace de communication, d'écoute, d'ouverture, de vulnérabilité, et où en fait chaque année, chaque mois, on grandit ensemble, et voilà, c'est juste mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. C'est complètement aux antagonistes du paradigme de l'amour dure 2 ans et après c'est de la cohabitation, vous voyez. Il y a vraiment une autre possibilité qui existe, même pour les femmes fortes et qui ont du caractère et qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, vous voyez, si moi je peux y arriver dans ce cadre-là, vous pouvez aussi, croyez-moi, parce que je viens de loin. Et donc c'est vraiment à la fois comment on récupère son pouvoir, et à la fois comment on peut vivre l'amour et la connexion, et tout en étant forte et puissante. Et en fait, c'est pas antinomique, et il faut pas choisir, et voilà, quoi. Donc moi je dédie ma vie à ça. Génial. Alors justement, la première croyance limitante, l'amour dure 3 ans. Toi, t'as dit 2 ans, mais il me semble que c'est 3 là. Ah, c'est 3 ans, comme quoi j'ai vraiment moi j'ai des croyances pour rien. T'as dit 3 ou 7 ans, je crois. C'est l'amour dure 3 ans ou l'amour dure 7 ans. Bien sûr, c'est faux et refaux. Ça dépend de chaque relation. Il n'y a tellement pas de généralité à ce sujet. Non, et si je peux juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est on confond amour et passion hormonale, en fait, dans ce cadre-là. Du coup, c'est pas la même chose. Moi, j'aime bien dire la passion, c'est un truc. Alors, à la fois, ça peut nous tomber dessus, et à la fois, ça se construit. Parce que moi, je suis quand même coach en sexualité, donc je peux vous assurer que s'il n'y a plus de passion aujourd'hui, ça peut revenir. C'est pas du tout un problème. Et ensuite, il y a vraiment cet aspect. L'amour, ça se construit aussi. Et ça, c'est un truc. On nous ment dans cette société. Vous savez, avec l'amour, genre ils se rencontrèrent et beaucoup d'enfants et vécurent heureux pour toujours. Donc en fait, vous dites qu'une fois que vous avez coché la case, j'ai trouvé le bon ou la bonne, c'est bon, ça va couler, quoi. Sauf que rien dans la vie ne coule comme ça n'existe pas. Tout ce qui est important dans votre vie a demandé de l'investissement de temps, de l'investissement énergétique et des apprentissages.
Et en fait, la relation de couple, c'est un des seuls endroits où on estime que pourquoi faire et en fait, où on est même en honte de demander de l'aide parce qu'on devrait savoir. C'est un peu comme le sexe, c'est pareil. On devrait savoir, c'est naturel. Un autre espace comme ça, qui est comme ça pour les femmes, c'est la maternité. Vous devriez être épanoui et vous devriez savoir. Sauf que non, pourquoi? À quel moment? Donc, c'est vraiment une croyance ultra limitante pour le coup. L'amour ne dure pas 2 ans. L'amour, pour moi, n'est pas infini. C'est-à-dire qu'on, c'est pas parce que vous travaillez dans un couple que vous évoluez ensemble que vous serez ensemble pour toujours. Il faut aussi avoir conscience de ça. Mais par contre, l'amour, ça se cultive, ça s'honore et ça change, ça évolue. Et c'est sans fin, en fait. Génial. Alors, tout au début, là, tu parlais du corps et de la réappropriation du corps en tant que femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coupe les femmes de leur corps, de leur sensualité au sens des 5 sens? Sous-entendu, quelles sont les croyances qui nous empêchent de nous connecter à notre corps? La première qui me vient à l'esprit, c'est « je suis pas assez ». En fait, c'est ce paradigme social qu'on vit à travers les médias, à travers la critique, à travers tout un tas de choses où en fait, on va toujours vous faire sentir d'une manière ou d'une autre que vous n'êtes pas à la hauteur des standards pour être aimé. Parce qu'en fait, c'est ça derrière la phrase « je suis pas assez ». C'est « je suis pas assez pour être aimé ». Parce qu'au fond d'un l'être humain, la recherche, elle est là, principalement. En fait, notre recherche de survie, elle est liée à la relation, si on se passe d'un point de vue purement psychologique. Et du coup, c'est comment est-ce que je peux faire pour être aimé, pour être accepté, pour être dans cet espace-là, en fait. Donc, je suis pas assez, c'est je suis pas assez pour être aimé. Et je suis pas assez quoi, ou je suis trop quoi, bah, ça va être je suis pas assez mince, je suis pas assez... Tous les standards qu'on va recevoir de la société. Et il y a aussi pour moi un truc qui est super important, c'est le manque d'éducation sur le corps des femmes. Parce que du coup, en fait, alors, de moins en moins, mais moi j'ai une fille de 13 ans et je peux vous dire qu'on en est encore pas mal là. Je suis en train de postuler pour faire d'éducation sexuelle au collège, tellement ça m'énerve en fait. Mais du coup, c'est vraiment comment est-ce que petit à petit, vous allez vous construire avec la croyance que votre corps est votre ennemi. Parce que les règles, par exemple, vous sont présentées comme une croix à porter, à beaucoup d'égards, quelque chose d'un peu honteux, et ça c'est toujours le cas. Moi j'étais très choquée de m'apercevoir que c'est quand même toujours le cas aujourd'hui, et que du coup, en fait, votre corps vous trahit de manière mensuelle. Et en fait, si on vous a pas expliqué le cycle, ce qu'il y a derrière, la puissance du cycle, tout ce que vous avez à y gagner, en fait, d'avoir un cycle menstruel et de travailler avec, à quel point c'est un super pouvoir, c'est même plusieurs super pouvoirs, ben en fait, vous vous retrouvez à vous comparer dans un corps de femme à un corps d'homme. Donc forcément, quand on compare un corps de femme à un corps d'homme, selon les critères d'un corps d'homme, ben on n'est pas à la hauteur. Et du coup, on n'est pas à la hauteur. Et du coup, c'est ce qu'on nous fait sentir en permanence, d'une manière très subtile, hein, ou pas si subtile que ça d'ailleurs. Mais du coup, c'est pour moi ces 2 points qui font qu'aujourd'hui, les femmes ont énormément de mal à se connecter à leur corps. Et peut-être un troisième, c'est la masse de traumas sexuels juste hallucinants qui existent sur cette terre. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qu'on porte toutes, et je pense toutes sans exception, une mémoire traumatique. Alors, si c'est pas un viol ou une agression sexuelle, ça va être des propos déplacés, insécurisants, ça va être un manque de respect, ça va être... Il y a tellement de choses qui vont créer ce rapport à ma sensualité va me mettre en danger. La sexualité, c'est dangereux. Ça, c'est pareil, on fait grandir les petites filles avec la responsabilité de sexe égale bébé et t'es responsable du truc, donc sexe égale danger. Et ça, c'est pas anodin non plus. Donc, c'est vraiment tout ça qui crée ce rapport au corps qui est... on manque de connaissances, on manque d'éducation, on est tout seul face à ça. En plus, on nous oriente dans la mauvaise direction et au bout d'un certain temps, on se dit « Putain, je comprends pas, je m'aime pas ». Et du coup, même cette injonction à s'aimer, elle devient un problème parce qu'en fait, si vous n'êtes pas capable de vous aimer, c'est que vous avez un problème. Parce que tu es censé t'aimer maintenant en tant que femme, on est en 2024, tu vois. Sauf que la majorité des femmes avec qui je travaille et que je connais, elles s'aiment pas. La vérité, elle est là, en fait. Au fond d'elles-mêmes, elles s'aiment pas. Et si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Du coup, s'il y a autant de femmes qui s'aiment pas, c'est bien que ça vient pas de nous. Oui, alors aussi, je pense à toutes ces injonctions sur notre corps qui nous déconnectent de notre corps. Alors, c'est exactement ce que tu dis, hein, notre corps est notre ennemi. Et des injonctions à la beauté.
C'est-à-dire, à la fois, justement, toi qui es né dans les années 80, à la fois, il faut être girl boss, maman, gérer notre travail, et à la fois, il faut faire du sport. Pas avoir de cellulite derrière les cuisses, derrière les fesses. Il faut être quand même mince, mais pas trop, parce que sinon, ça fait trop anorexique. Et puis, enfin, bref, l'enfer, quoi. On vit tout le temps dans des carcans, des cases où il faut respecter certains standards. Et donc, inconsciemment, c'est ce qu'on appelle le patriarcat intégré, hein, puisque ça vient d'une croyance que on doit plaire aux hommes, finalement. On doit être choisi, on doit être l'élu. Et pour être l'élu, il faut bosser sur son corps. Sauf que bosser sur son corps à outrance, c'est perdre la connexion à son corps. Parce que combien de femmes rentrent du boulot et s'arrêtent juste 10 minutes, je sais pas, pour s'étirer, respirer, se connecter, se dire, attends, qu'est-ce que je ressens là? Voilà, est-ce que je suis dans mon intériorité, je suis dans mon corps, ou je suis en train de faire. Oui, alors attends, il y a ça, après il y a ça, quand j'ai fini ça, une fois que j'ai déposé les enfants à l'école, je dois faire le ménage, ensuite je dois faire la cuisine, ensuite, faut pas oublier parce que j'ai encore 2-3 mails auxquels je dois répondre, et puis, j'arrive, il est 22h30, et bon, c'est l'heure de dormir. Et en fait, là, je vais me coucher, je n'ai pas passé un instant dans ma sensualité. Quid de mes 5 sens? C'est ça. J'ai jamais été dans mon corps, j'ai toujours été dans ma tête, en fait. Et moi, c'est un truc que j'aime bien dire parce qu'on voit beaucoup de trucs, alors de moins en moins, mais pendant un temps, vous savez, tous les trucs sur le féminin sacré, il y avait beaucoup de... C'est très planant, c'est très love and light, c'est très Marie sacrificielle, moi j'appelle ça. Ça m'énerve un peu. Et en fait, tu sais, vous êtes censé ouvrir votre corps et votre cœur et aimer tout le monde. Non, déjà, on va commencer par ça, hein. Et en fait, pour moi, l'énergie féminine, c'est la matière. Elle est dans le corps. C'est l'expression de la vie dans la matière. Si vous prenez le tantra, c'est vraiment ça. Vous avez la conscience, c'est le masculin, et vous avez l'expression de vie dans la matière. La force de vie, c'est le féminin, en fait. Donc, il y a vraiment, pour moi, le féminin sacré, comme on l'appelle, il ne peut se vivre que dans le corps. Sinon, on plane à 15 000. Voyez, et on est dans ce qui est en fait du féminin toxique, qui est un féminin qui est détaché de la réalité du monde, il y a tout un tas de choses derrière. Donc c'est vraiment, ça se passe à l'intérieur du corps. Et du coup, pour ça, faut libérer tout ce dont on vient de parler. Parce qu'en fait, à l'intérieur de notre corps, c'est vraiment le paradigme de la thérapie somatique, c'est je porte en moi tous les marqueurs de mes traumas, de mes blocages, de mes croyances, de toutes mes émotions non exprimées, c'est tout là en fait. Donc vous trimballez avec un truc en permanence. Et voilà. Donc en fait, il n'y a même pas la place d'aller dans votre corps. Et en fait, ce que vous portez dans votre corps est tellement inconfortable, parce que c'est des mémoires douloureuses et tout, qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve toujours dans notre cerveau, c'est qu'en fait, aller toucher à notre corps, ça, c'est pas agréable en fait. Ça peut être vraiment perturbant au début. Et du coup, on a ces peurs-là, et du coup, on va rester dans notre tête. Et votre cerveau va vous protéger de tout ça en disant oh, non, surtout pas, on va continuer à penser, à courir dans cette rue de hamster parce que ça me permet de m'anesthésier. Et c'est vraiment ça qui se passe. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce que tu partages sur les réseaux au sujet du yoga. Alors, bon, moi, j'aime beaucoup le yoga parce que c'est des postures qui sont vraiment intéressantes, surtout quand on a des problèmes de dos ou autres blessures, et je l'utilise quand même quotidiennement. Mais c'est vrai que j'ai remis en question cette pratique de la pratiquer de manière trop régulière, trop parfaite, trop... pourquoi ? Parce que... Alors, justement, tu vas pouvoir nous dire, mais d'où vient le yoga ? Vas-y, alors j'adore. Le yoga, c'est une pratique qui a été créée pour permettre aux jeunes moines en formation de canaliser leur énergie sexuelle. Donc, c'est-à-dire que, oui, les hormones, même à l'époque, il y avait beaucoup d'hormones, et du coup, les adolescents, c'est, voilà, hein. Et du coup, c'était une pratique spécifique pour permettre aux jeunes moines masculins de canaliser leurs émotions et leurs énergies sexuelles. Mais du coup, on n'est pas des jeunes moines, à aucun moment, vous voyez. Ni on vit dans un monastère. Caro, moi, oui, hein, est-ce que tu parles ? Moi, ça fait bien longtemps que je suis plus un jeune moine, hein, c'est fini ça. Moi, je suis une vieille monex. Non, pas du tout. Mais du coup, c'est vraiment. Moi, j'ai pratiqué le yoga pendant très longtemps, de manière très ayatollah du yoga. C'était aussi une période où j'étais végane, où il y avait toute ce logique, mon corps est un temple, tout ça. Très rigide. Et en fait, je pense, et après c'est ma lecture, hein, je veux pas heurter des profs de yoga ou des gens qui partagent ça, parce que je pense que ça peut vraiment aider. Moi, ça a été aussi une étape dans mon parcours à plein de niveaux. Mais en fait, je pense que ça a aussi participé à une forme de burn-out chez moi.
où en fait, je m'étais tellement mis comme ça, dedans, nanana, tous les matins, 40 minutes, bim, bam, boum, bam, 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 que en fait, c'était extrêmement mécanique. Et en fait, c'est pas des pratiques corporelles en soi. C'est des pratiques qui sont faites par le corps, mais il y en a qui le pratiqueront sur du yin yoga. Il y a des choses qui existent quand même, hein, on va pas tout. Mais il faut bien comprendre que quand on dit revenir dans votre corps et tout, le yoga, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée parce que vous êtes aussi dans quelque chose qui est chorégraphié. Et ça, c'est vraiment, en fait, qui dit chorégraphie dit mental. Et du coup, si vous voulez rentrer dans votre corps et la sensation et la sensualité, il va falloir lâcher ça. D'ailleurs, vous le savez tous, combien de personnes m'envoient des messages en disant « Putain, je sais pas, j'ai envie de sexe. » Et en fait, à partir du moment où je suis au lit, j'ai toutes mes to-do list qui tournent dans ma tête en permanence. Et oui. Mais parce qu'en fait, c'est des mécanismes qui permettent d'éviter le corps, d'éviter le truc. Et du coup, on se retrouve à ressasser. Et donc, c'est tout un apprentissage de revenir au corps, de revenir à la sensation, de revenir au corps. Voilà, pour le yoga. Alors, et justement aussi le yoga, la méditation, qui sont de fabuleux outils, quand on ressent des émotions très fortes, comme la colère, comme le stress intense, l'angoisse, moi, ça n'a jamais marché. Hein. C'est-à-dire que me mettre en tailleur et dire je dois me calmer, je dois calmer la tempête intérieure, ça ne fonctionne pas. Alors, justement, donc toi, tu préconises le shaking, ou la danse que j'adore. Alors, parle-nous du shaking. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se pratique? Alors, en fait, déjà, juste pour... donc, dans une logique tantrique, il y a vraiment cette idée de polarité dans le tantra. Par exemple, la méditation est une pratique masculine. D'accord? Donc, c'est une pratique d'ancrage masculine. Les pratiques masculines sont des pratiques donc conscience qui invitent à une forme de détachement. Et en fait, les pratiques féminines sont des pratiques corporelles qui invitent à passer au travers des choses. En fait, moi, j'aime bien dire ça, c'est que le chemin, ça passe au travers d'eux. Donc, typiquement, dans le sujet que tu nous dis, si tu as énormément de colère en toi, ça sert à rien d'être là et de dire je me détache de ma colère, je me détache de ma colère. Aucune chance. À part énormément de frustration et de jugement personnel, ça n'aboutira pas. Parce qu'en fait, les émotions, elles sont faites pour être exprimées. D'un point de vue purement neurobiologique, le schéma de l'émotion, c'est donc montée émotionnelle avec des hormones, expression de l'émotion à travers le corps, donc des mouvements, du son et tout ça, et retour à la sécurité. Ça, c'est la boucle normale que devraient faire toutes les émotions dans notre corps, tout le temps. Sauf que dans notre société, on nous a appris à pas vraiment exprimer nos émotions à plein de niveaux. Donc en fait, là, il y a émotion et on va la repousser à l'intérieur. Émotion, et en fait, tant qu'elle n'est pas exprimée, il faut bien comprendre qu'elle va rester là. Et elle va attendre toutes les opportunités disponibles pour pouvoir s'exprimer, puisque c'est son job d'émotion, vous voyez. Donc c'est pour ça que des fois, quand votre mec fait un truc banal et que vous lui pétez un câble dessus, c'est juste qu'en fait, il a appuyé sur un bouton où en fait, ça a réactivé une boucle émotionnelle qui n'était pas terminée et qui s'est dit « Banco, j'y vais, c'est maintenant ». Sauf que derrière, comme on culpabilise parce qu'on se dit qu'on est complètement taré et que ça va pas et que je devrais pas réagir comme ça, vous revenez jamais à la sécurité. Donc en fait, vous avez toujours pas fini la boucle. Donc le shaking, pour répondre à ta question, c'est vraiment une solution assez simple quand vous avez des émotions fortes comme ça. Vous mettez debout et vous shakez. Donc ça vient de où ce truc-là? C'est un truc qui... Alors il me semble que ça vient de la CNV à la base, donc ça a 25 ou 30 ans, même plus. Et en fait, c'est vraiment l'observation que les animaux, les mammifères notamment, dans la nature, quand ils sont face à un danger, par exemple, je sais pas, une gazelle qui se fait courser par un lion, on va prendre l'exemple de base, elle va se faire courser, et en fait, imaginons, elle lui échappe, la gazelle ne va pas aller en thérapie derrière pour parler de sa problématique. Et en fait, le moyen naturel d'évacuer les hormones de stress qui sont présentes dans le corps, donc tout ce qui est adrénaline, noradrénaline et cortisol, ça va être de se secouer. Donc les animaux, spontanément, après, se secouent. Donc c'est vraiment, on a récupéré ça, on se l'est approprié. Donc le shaking, c'est tout simple. C'est vraiment, quand vous sentez que vous êtes en colère, par exemple, vous mettez dans un endroit où vous êtes libre, vous sentez libre d'exprimer et tout ça, et vous commencez à secouer, et à secouer vos membres et tout ça, et à faire des sons. Et en fait, ça va permettre à l'émotion de faire son job, de s'exprimer à travers votre corps, sans forcément que vous ayez besoin de l'exprimer sur quelqu'un d'autre.
de libérer votre colère sur quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire avec vous-même. Et après, donc vraiment l'invitation que je vous fais si vous faites cette pratique, c'est revenez à la sécurité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire revenir à un espace d'immobilité où vous allez être en contact avec votre corps, avoir des respirations calmes et sentir qu'en fait, vous vous ancrez. Et en fait, quand vous avez fait cette boucle-là, vous avez ce qu'on appelle libérer l'émotion. En fait, alchimiser l'émotion, mais vous l'avez fait circuler dans vos corps et du coup, c'est terminé. Et moi, c'est ce que je fais, alors pas forcément avec du shaking, mais c'est ce que je fais dans tous mes accompagnements. C'est vraiment comment est-ce qu'on amène tous ces bagages émotionnels à complétude pour que ça fasse de la place et qu'on puisse être nous-mêmes et pas vivre dans le passé. Parce que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que si vous vivez avec vos traumas du passé en permanence, vous vivez dans le passé tout le temps. Et du coup, le passé définit votre présent. Et du coup, définira votre futur. Donc, c'est vraiment le but du jeu, en fait. C'est ça. C'est clôturer ces boucles émotionnelles pour faire de la place à l'intérieur de ça. Oui, et ça me fait penser à l'étymologie de émotion. Enfin, en anglais, emotion. C'est censé circuler. Hein. L'émotion, il faut qu'elle circule. Et c'est vrai que dans nos sociétés très yang, justement, très énergie masculine, qui sont dans le faire, l'efficacité, la stratégie, l'organisation, etc., on n'a pas beaucoup de place donc pour la libération du yin qui a besoin de s'exprimer, donc tout ce qui a trait à l'émotion, à l'intériorité, etc. Alors, non pas que le yang n'ait pas d'émotion, rien à voir, hein, oula, faut pas confondre ce que je dis. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour exprimer ses émotions. Très intéressant ce que tu dis avec les animaux, parce que maintenant que j'y pense, toutes les fois où j'ai eu une grande source de stress, d'angoisse ou de déception, de désarroi, où je tombais de haut, où j'avais une conversation très difficile avec quelqu'un, ça peut être une rupture amoureuse ou une discussion avec mes parents au sujet d'un sujet vraiment, vraiment très touchy. Maintenant que tu le dis, j'avais immédiatement extrêmement froid. Ouais. Et je tremblais jusqu'à claquer des dents, comme si j'étais dans le pôle Nord à -60, alors que pas du tout. Parfois, j'étais dans des situations où j'étais à 30 degrés. Ouais. Donc, à quoi c'est lié ça, du coup? Est-ce que c'est l'émotion qui veut se libérer, c'est ça? Absolument. C'est ça, en fait. C'est ton corps qui... du coup, c'est bien. C'est un signe que déjà, t'es pas complètement sclérosé par le contrôle. Tu vois, il y a de la place. Mais ouais, moi, c'est des choses que je vis aussi aujourd'hui, où des fois, sur des moments où tu sens que derrière, il y a... Alors moi, j'ai pas le truc, je claque des dents, mais je sens qu'en fait, il y a un... C'est comme un tremblement très subtil interne, et qu'en fait, il faut que je me lève et que je lui donne de la place. Et en fait, c'est vraiment... Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ressentent ça, mais en fait, ils vont se crisper. Ils vont se contracter et ils vont se séparer du truc. Mais du coup, oui, c'est exactement ça qui se passe. C'est qu'en fait, tu as eu... Alors, d'un point de vue hormonal, c'est tout con. Hein. C'est-à-dire que vous avez une montée d'adrénaline qui est énorme et de cortisol. Donc, c'est des hormones de stress qui sont là pour activer votre corps, le mettre en éveil pour que vous puissiez courir pour votre vie, en gros. Et du coup, tout ça est là. Et du coup, quand la menace retombe, bah, faut que ça disparaisse parce que sinon, vous êtes sur 100 000 volts alors que vous devriez être tranquille. Donc, c'est vraiment tout ce job du corps qui permet de... Ok, on va faire circuler tout ça pour que, en fait, on ait une évacuation des hormones et qu'on revienne à un niveau normal. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout dans notre société, où en plus on vit à un niveau de stress permanent qui est bien, bien supérieur à ce qu'il devrait être, l'activation du système nerveux qui est bien, bien supérieure à ce qu'il devrait être. Et du coup, c'est vrai que comme on n'a pas en plus ces outils-là, en fait, on accumule, quoi. Donc c'est vraiment essayez, faites le test. Moi, je trouve que c'est un truc qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école, quoi. T'es en colère, ok, tu vois, va secouer, va exprimer ce que tu as exprimé. On est là pour tenir l'espace et après tu reviens. Et c'est ça l'expression saine des émotions, en fait. Exactement. Alors justement, tu parlais du fait que ça permettait de pas exploser en plein vol pour un détail insignifiant parce qu'il y a une accumulation juste avant. Et donc de passer pour des hystériques. Alors voilà, j'aimerais qu'on parle quand même de toutes ces croyances qui pèsent sur le féminin, le fait qu'on soit hystérique, le fait qu'on soit incompréhensible, le fait qu'on est manipulatrice aussi, ça c'est quelque chose que je revois souvent, les femmes sont manipulatrices, etc. Le vagin enchanteur. Le vagin enchanteur, c'est une première, ça. Je connaissais pas. Le vagin croqueur d'homme, c'est quelque chose ouais, le vagin enchanteur. Okay, je connaissais pas. Qu'est-ce count, le principe du body count, de la valeur d'une femme est accordée au nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu, etc., etc. Alors, voilà, toutes ces croyances, finalement, d'où elles viennent et pourquoi
elle nous brise autant dans nos vies quotidiennes en tant que femmes. Ok. Bon, je vais pas vous faire un truc sur genre les 2000 ans de patriarcat qui viennent de s'écouler, qu'on s'est fait massacrer, que machin, et nanana, on est tous au courant. Mais alors, faut bien comprendre que l'image de la femme fragile, un peu instable émotionnellement, tout ça, c'est une image qui vient de l'Angleterre victorienne. Ça a été vraiment construit à cette période-là. Pourquoi ? Parce que c'est une période où en fait il y avait énormément de recherches faites sur les origines de l'homme et que du coup en fait ils ont construit toute la théorie sur la monogamie. Vous savez que les femmes elles ont besoin du soutien des hommes et elles vont chasser tout ça et que du coup des couples, en fait c'est toute une logique qui s'est construite dans l'époque victorienne. Or il se trouve que les dernières études ont tendance à prouver que sûrement que les premières formations humaines, on était sur du polyamour. En fait, de la gestion très ouverte. Et si vous avez besoin d'infos là-dessus, j'ai plein de références, c'est hyper intéressant. Mais donc en fait, moi je te coupe, mais d'ailleurs au temps des Égyptiens, il me semble qu'il y avait des orgies et c'était quelque chose de très divin, c'est-à-dire de s'adonner au plaisir à plusieurs, mixte. Hein. C'était quelque chose qui n'était pas du tout vu comme déviant. Il me semble. Complètement. Mais en fait, il y a même jusqu'à au tout début de du premier millénaire, enfin juste après Jésus-Christ, les femmes encore même jusqu'en Grèce et même les premières congrégations catholiques qui ont émergé avant le concile, je sais plus comment il s'appelle. En 300 et quelques, là où ils ont repris tous les textes, choisi ceux qui les intéressaient, verré ceux de Marie-Madeleine et tout ça, et voilà. En fait, les femmes étaient les porteuses de la... c'était elles qui officiaient, en fait. C'était les femmes qui officiaient, c'était elles qui étaient porteuses du mystère dans beaucoup de traditions, en fait. Et notamment, si vous allez en Grèce à... Eleusis, je sais plus comment on dit en français, mais voilà. Comment tu dis ? Eleusis, mais je sais plus, ça se prononce autrement. Ça me reviendra peut-être d'ici tout à l'heure. Où c'était vraiment un peu le mystère, où tous les Platon, tous allaient là-bas en fait pour vivre le mystère. Et en fait, c'était des champignons hallucinogènes qui étaient donnés par des femmes prêtresses pour vraiment faire vivre la connexion au vivant. Comme aujourd'hui, on utilise énormément, de plus en plus, il y a des recherches qui sont faites sur les psychédéliques à ce niveau-là, pour montrer à quel point en fait ça a des effets intéressants sur tout ce qui est thérapeutique, mais aussi prise en compte qu'on vit dans un monde interconnecté. Mais du coup, faut vraiment comprendre que jusqu'à tard, en fait, les femmes, elles ont été au pouvoir de beaucoup de choses. Elles avaient ces rapports au mystère, elles étaient aussi des initiatrices de beaucoup de choses dans la société. Mais qu'en fait, il y a eu derrière tout le patriarcat, toute la reprise en main derrière, et que du coup, la vision des femmes qu'on a aujourd'hui, c'est une vision qui a été créée par des hommes de 1800, qui avaient les idées des hommes de 1800. Et donc, les femmes, elles sont fragiles, les femmes, machin, les femmes, elles peuvent pas travailler, les femmes, elles peuvent pas réfléchir, elles sont instables émotionnellement. C'est l'époque où, vous savez, on enlevait des utérus pour savoir si ça calmait les gens. Il y a eu tout ça. Ah non, ça a été hardcore, on vient de loin, faut bien s'en rendre compte. Donc, du coup. Porte niveau transgénérationnel aussi, ça en ajoute. Hein. Je pensais qu'on avait déjà pas mal. Caro, là, t'es en train d'en rajouter, ça suffit. Hein. Mais en fait, faut bien comprendre que à chaque fois qu'il y a eu une volonté des femmes de reprendre un peu la main, derrière, il y a eu vraiment une volonté réelle et calculée, on ne parle pas d'un truc planant, des hommes pour récupérer le pouvoir. Et là, je dis homme-femme, j'attaque pas les hommes, voilà, c'est juste la réalité de l'époque. Par exemple, je vous invite à lire le bouquin Sorcière, la puissance infinie des femmes. Vous allez apprendre des trucs qui vont vous énerver. Mais en fait, il y a tout un tas de paradigmes qui ont été créés a posteriori, mais qui sont tout autant des croyances limitantes. On en parlait tout à l'heure. Donc, on a ces croyances de la femme, elle doit être douce, elle doit être tranquille, elle doit être aimante, elle doit être tout ça. Donc, forcément... dès que vous êtes en colère, vous êtes hors cadre. Sauf que la colère chez la femme est une puissance incroyable parce qu'elle vient remettre un cadre à ce qui est juste et qui ne l'est pas. Si on était plus capable d'être en colère en tant que femme, je pense qu'au niveau écologique, on n'en serait pas là. Parce qu'on aurait dit fuck il y a bien longtemps, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est pas anodin qu'on n'ait pas cette voie de la colère. C'est que ça nous empêche de venir poser des limites très claires. Et il y a un autre paradigme, moi, que j'ai eu du mal à digérer.
c'est de me rendre compte que le paradigme de la Wonder Woman, de la femme indépendante qui n'a besoin de personne, c'est une putain de farce. C'est-à-dire que là, on s'est fait enfler, mais sur toute la longueur, quoi. Ah ouais, tu veux être autonome et avoir besoin de personne? Vas-y, essaye pour voir. Donc, La fameuse girl boss. Voilà. Vous retrouvez à naviguer dans des croyances limitantes opposées, où je dois être une girl boss, mais bon, si pour plaire, il faut que je sois un peu douce, mais quand même pas trop, mais nanana, donc vous finissez comme ça. Et en fait, vous en pouvez plus. Et en plus, ce paradigme-là, il crée dans les relations de couple des problématiques très profondes. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 10 ans de relation à être capable d'ouvrir mon cœur, vraiment, à être capable de me dire, OK, là, je garde plus le pied dans la porte, je passe pas mon temps à me dire, non, mais de toute façon, si ça se passe quoi que ce soit, je suis autonome financièrement, j'ai besoin de personne. Et moi, j'ai dit à mon mec pendant des années, tu n'es que la cerise sur mon gâteau. Enfin, je sais pas si vous avez, c'est quand même une phrase bien dégueulasse, quoi. Oui, c'est une croyance, ça aussi, que moi j'entretenais beaucoup sur l'amour, que ça ne doit être que la cerise sur le gâteau, le complément au bonheur, le nanana. Mais en fait, non, à partir du moment où tu construis une vie à deux, où vous êtes une équipe, c'est bien plus que ça. Mais c'est bien plus que ça. Bien sûr que votre partenaire devient un ingrédient majeur de votre vie, en fait, et heureusement. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on peut s'autoriser ça? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la peur. Parce que si j'enlève mon pied de la porte, qu'est-ce qui va se faire? Je vais redevenir une femme faible et dépendante, et en fait, je vais me faire abuser comme ça a été le cas pendant 2000 ans. C'est ça la peur qu'il y a derrière. Sauf que on a besoin d'apprendre à ouvrir notre cœur d'une manière différente si on veut arriver à créer une union qui soit autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, la majorité des couples que je croise, ils sont profondément malheureux. Mais parce qu'en fait, on leur a vendu une réalité et qui sont dedans et qui se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas les bonnes manières de fonctionner, ils n'ont pas les bonnes manières de communiquer, ils n'ont pas les bonnes manières de relationner. Et après, on se demande pourquoi ça marche pas. Mais alors ça plaît pas en général. Et je le dis avec beaucoup de compassion parce que moi, je suis passée par là, ça m'a pris du temps. Mais si vous voulez recevoir l'amour que vous voulez vraiment au fond de vous recevoir, il va falloir à un moment donné déposer les armes. Vous pouvez pas être au combat et être dans l'amour, c'est pas possible en fait. Et du coup, moi aujourd'hui avec les femmes que j'accompagne, donc faut bien comprendre que moi j'accompagne des femmes qui en général ont déjà fait un certain travail sur elles aussi. J'ai aussi des clientes qui commencent, mais c'est plus rare. Et du coup, j'accompagne aussi des femmes qui ont un certain âge, donc c'est vrai que tout le paradigme sois douce, tais-toi, machin, elles en ont un peu fait le tour quand même, elles ont déjà évolué pas mal au-delà de ça, mais ce paradigme de la Wonder Woman est ce qui aujourd'hui dans les femmes que j'accompagne pose le plus de problèmes en termes de relationner à son corps et relationner à l'autre en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes profondément. Et je sais que on est énormément valorisé pour ça. Moi, après, c'est des compétences que j'aime. Je suis entrepreneuse, je suis machin. Même mon mec me le dit. Il me dit, j'aime ta capacité à être dedans, à foncer, à machin. Mais j'ai appris à danser avec ces énergies-là. J'ai appris à pouvoir être ça et à pouvoir déposer les armes pour être autre chose dans ma relation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tellement nourrissant, en fait. Et si j'avais pas appris ça, je serais coincée dans ce paradigme-là et je serais en train de me taper la tête contre les murs en me demandant pourquoi la personne que j'ai en face de moi est pas capable de m'aimer comme j'ai envie d'être aimée. Sauf qu'il peut pas. Vous voyez ? Et du coup, c'est vraiment pour moi cette croyance-là, elle est insidieuse. Elle est insidieuse parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui s'y accrochent parce que on a été floués, on porte beaucoup de traumas et c'est normal d'être en colère. Mais en fait, s'accrocher à cette colère comme un étendard et du coup retourner cette colère contre les hommes, enfin moi j'en suis persuadée, n'est absolument pas la solution. Et j'ai fait ça pendant des années, hein. Donc je le dis, voilà. Mais pour moi c'est tellement contre-productif parce que je crois vraiment que de ça va dépendre la possibilité des hommes de revenir dans le giron de une autre matière d'être en fait. C'est-à-dire qu'on peut être les initiatrices de tout ça et de tout ce qui pourra découler de ça. C'est-à-dire que on va être des initiatrices en ouvrant notre cœur, en étant capable de déposer les armes, on va permettre aux hommes de plus être nos ennemis en fait.
on va permettre aux hommes de devenir nos alliés, nos partenaires. Et en fait, je pense vraiment qu'aujourd'hui, la majorité des femmes, qu'on appelle les femmes fortes, avec qui je travaille, c'est leur désir le plus profond. C'est parce qu'elles savent qu'elles sont autonomes. Elles savent qu'elles peuvent s'autogérer, elles ont pas besoin de personne pour gagner leur argent, mais en fait, au fond d'elles, il y a quand même un manque, il y a une frustration qui est énorme, en fait. Et souvent, ça se retourne contre les hommes, c'est genre... ouais, t'es pas assez masculin, tu prends pas assez de place, tu fais pas assez de choses. Ce qui est vrai, hein. Je veux dire, on a aussi du boulot à faire sur la répartition des tâches et tout ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais par contre, on n'arrivera pas à avoir les hommes qu'on veut dans notre vie si en les pointant du doigt et en les critiquant. C'est pas vrai. Ça ne marche pas. Ça fait longtemps qu'on essaye, ça ne marche pas. En fait, c'est faire cesser cette énergie du reproche et d'être vraiment plus dans l'échange et parler de soi. Il faut toujours commencer par soi, en fait. C'est-à-dire, je ne me sens pas comme ceci, je ne me sens pas comme ça, je ne me sens pas aidée, je ne me sens pas soutenue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre des choses en place? Parce qu'aujourd'hui, en revanche, on rencontre quand même beaucoup de yang immatures qui n'est absolument pas fiable et on ne peut pas compter dessus, etc. Et ça, c'est une vraie frustration. On a une charge mentale de malade. Donc, et parfois, l'échange n'est pas possible. Et il faut affronter le fait que parfois, c'est juste pas possible. Il n'y a pas de solution. Et donc, là, c'est la fuite qu'il faut prendre. Ah oui, de toute façon, ça c'est clair. C'est-à-dire que moi, je reste persuadée que dans l'immense majorité des couples, on peut recréer la passion, on peut recréer le désir, on peut avoir de la communication. Par contre, ça implique que les deux aient envie de communiquer. Alors, pas forcément d'être en thérapie et accompagné, mais de communiquer, que les deux soient dans une démarche comme ça. Et bien sûr, le prérequis, c'est qu'on n'est pas dans une relation j'ai pas le mot là, mais malveillante en fait. Donc ça, c'est voilà, tout ce qu'on dit là, c'est hors cadre. Hein. Sur une relation malveillante, vous prenez vos clics, vous claquez, vous barrez. Hein. Concrètement, c'est ça. Hein. Oui, mais il y en a énormément. Enfin, la relation malveillante, finalement, on a du mal quand même à déceler les red flags et surtout à poser nos limites dès qu'on voit des red flags. En fait, c'est pas si simple. Il y a encore beaucoup de femmes, même qui sont énormément affirmées, qui sont très fortes, très indépendantes, etc., et qui savent poser leurs limites, qui, une fois qu'elles sont prises dans l'engrenage de la relation, elles vont avoir énormément de mal à s'en défaire. Et pourtant, il y a énormément de red flags, énormément de difficultés, énormément de flou. Moi, je dirais, je vois combien de copines très fortes, très affirmées, très justement dans cette énergie un peu de la girl boss. Donc, on se dit, bon, elle, dans sa relation amoureuse, c'est sûr, elle pose aussi les cadres. Mais en fait, non. Elle fait pas confiance à ce qu'elle veut vraiment. Elle respecte pas vraiment ses besoins. Elle est pas comblée. Elle est considérée presque comme un objet à disposition, etc. Enfin, on a encore ces schémas-là quand même, hein, qui sont très complètement. Complètement. Et alors pour moi, la grande différence là-dedans, c'est d'où ça vient. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'affirmation de vous qui est enracinée dans la peur d'être en fait, c'est une guerre, c'est-à-dire que le monde autour de moi, les gens sont dangereux, je vais pouvoir être abusé, inconsciemment. Donc du coup, je vais m'affirmer. Moi, c'était moi à 20 ans. Hein. Une bouche énorme, toujours ouverte, toujours à la ramener, machin et là. Mais en fait, c'était une armure. C'était une protection parce qu'on n'attaque pas ce qui attaque celui-là. Vous voyez, donc du coup, c'était vraiment une armure de protection qui était enracinée dans énormément de peur et énormément de désamour de moi-même. Et en fait, c'est la grande différence, elle va être là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez être pleinement affirmé. Moi, aujourd'hui, moi, je suis une chieuse sans fin avec mon mec. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc que je sens que c'est pas juste pour moi, je vais le dire à tout le temps. Mais bon, je vais le dire d'une manière où déjà c'est recevable. Et en fait, je suis pas dans l'attente de la solution exacte, machin. C'est genre ça, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens et je le dépose là. Et après, on voit ce qu'on en fait ensemble ou pas. Et ça peut être aussi ma pleine responsabilité de me sentir comme ça. Mais du coup, la différence entre ces deux choses, c'est la racine. C'est est-ce que vous êtes ancré dans l'amour de vous et dans l'amour de votre corps ou est-ce que vous êtes ancré dans la peur? Et c'est là où tout ce travail sur l'amour de soi, le féminin sacré, tout ça, il est super intéressant. Parce qu'en fait, vous allez travailler votre sol, si vous êtes familier avec la permaculture, vous allez travailler le milieu pour faire de la place, pour que en fait vous ayez un sol riche, pour que derrière puisse pousser ce que vous avez envie de faire pousser en fait. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment, ça va plus loin que dire juste, comme tu dis, elle est affirmée, du coup tout bon quoi.
c'est vraiment d'où ça vient, c'est quoi la racine du truc. Alors justement, là tu parles de féminin sacré et de mon point de vue, il y a énormément de croyances sur ce féminin sacré. Moi, j'ai beaucoup remis en question cette notion parce que finalement, toutes les parts du féminin, elles sont sacrées. Même la femme fatale, même l'amoureuse, même la séductrice, etc. Pour moi, tout est sacré. Donc, qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les croyances limitantes dans le New Age, en fait, au sujet des femmes, à ce sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors là, il y a un morceau, hein, parce que le nombre de croyances limitantes et de déviances que je vois là-dedans, c'est juste hallucinant. Que ce soit dans le truc féminin sacré, que dans le côté tantra et polarité, où la femme doit recevoir et l'homme il doit pénétrer. Oui, c'est un petit peu plus vaste que ça quand même. On va pouvoir élargir un peu les potentiels. Mais du coup, c'est vraiment... en fait, on en revient à la même chose. C'est-à-dire que tout est sacré pour moi. Genre vraiment tout. Moi, là-dessus, j'adhère à 100% avec le tantra. Tout est sacré. Une mouche sur une crotte de chien, ça peut être sacré en fait. Tout dépend de la manière dont vous allez le percevoir. Et on en revient à cette logique de il y a la peur et il y a l'amour. Vraiment. Donc si vous rentrez dans des pratiques de BDSM par exemple qui vont être typiquement si vous êtes sur certains paradigmes du féminin sacré instagrammable, jamais de la vie. Non, ce qui est le sexe sacré, c'est le sexe tantrique, vous voyez, le sexe énergétique. Le reste, c'est sale, c'est matière. Le BDSM, ça peut être extrêmement sacré. C'est extrêmement thérapeutique à plein de niveaux. Ça peut être très beau quand c'est ancré dans l'amour, encore une fois. Et c'est toujours la même chose, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un quickie avec votre mec dans une voiture, ça peut être hyper sacré, en fait. Si vous êtes dans une expression de la vie à travers vous dans le moment. Vous voyez ? Alors, ça peut paraître assez flou ce que je viens de dire pour beaucoup de gens, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous avez fait votre travail, que vous allez libérer dans votre corps tous ces marquages de trauma, de machin, toutes ces racines de la peur, en fait, la vie, le désir, le plaisir, ils vont circuler dans votre corps de manière beaucoup plus fluide. Et du coup, si vous êtes à l'écoute de ça, vous êtes à l'écoute de la vie. Et du coup, peu importe ce que vous faites, ce sera sacré. Donc, c'est vraiment sortir de ce truc, ouais, non, si c'est en blanc avec de l'encens, c'est sacré. Si c'est en cuir ou du latex, c'est pas sacré. Non, il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas ce genre de séparation. C'est important de revenir à cette idée que tout est sacré. Moi, j'aime beaucoup le travail de Jaya, qui est une coach américaine, qui a créé ce qu'on appelle les sexual blueprints. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de me former. Parce qu'elle amène vraiment ce rapport à la sexualité où on sort des croyances qu'on a sur le sexe. Vous voyez, par exemple, dans la majorité de la tête des gens, les femmes sont sensuelles. Donc elles aiment qu'on arrive à les flots, elles aiment la sensualité, tout ça. Et les hommes sont sexuels, ils sont excités par des vagins et des seins. Et en fait, elle a un test sur les sexual blueprints, donc il y en a 4. Et elle a des chiffres avec des retours sur plus de 7 millions de personnes. Et sur plus de 7 millions de personnes qui ont fait le test, elle peut vous assurer aujourd'hui que non, les hommes ne sont pas sexuels et les femmes sensuelles. C'est-à-dire qu'il y a un monde. Et en fait, ce genre de croyance amène à des femmes qui vont avoir énormément de libido à se juger énormément parce que genre, mais comment ça se fait? Je devrais avoir moins envie parce que je suis une femme, j'ai moins de libido, j'ai un problème. Alors que pas du tout, les femmes ont énormément de libido. Une fois que la femme, elle est reconnectée avec son corps et avec son plaisir, je peux vous assurer que moi, mon mec, des fois, il me dit, oh, c'est bon, quoi. J'ai besoin d'un break. Oui, pour moi, c'est même l'inverse, hein, c'est-à-dire que nous, c'est presque à l'infini et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions à ce sujet. Et toujours dans ce manque de polarité, finalement. Parce que c'est pas parce qu'on a une essence yin dans la sexualité qu'on peut jamais être yang. C'est absolument pas vrai. C'est pas parce que, effectivement, on est dans la réception sur le plan anatomique que on ne peut jamais être yang dans notre sexualité. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. Et même d'un point de vue purement tantrique, j'entends souvent dans le monde des polarités, c'est le leadership de l'homme et la femme reçoit. Donc en gros, c'est l'homme qui décide et elle initie jamais en fait. Mais c'est complètement faux. D'un point de vue tantrique, la femme est extrêmement initiatrice, notamment dans les domaines de l'amour et de la sexualité. En fait, de par qui elle est,
dans le tantra, il y a quelque chose qu'on appelle, et tu vois, ça rejoint la question sur l'hystérie tout à l'heure. Dans le tantra, il y a un truc qui s'appelle l'oracle féminin. Et en fait, c'est un peu quand vous avez vos règles. Il faut savoir que traditionnellement, quand les femmes avaient leurs règles, elles avaient leurs règles ensemble. Et en fait, elles avaient dans des espaces où elles allaient un peu canaliser des informations pour le collectif, en fait. Et du coup, parce que pendant cette période-là, c'est un peu comme si le voile intuitif était beaucoup plus fin. Et si on crée de l'espace en nous à ce moment-là, on peut vraiment avoir moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise, mais même dans mon parcours d'entrepreneur. C'est-à-dire que pour moi, mes règles, il y a au moins un jour de mes règles où j'ai pas de réseau, rien. Et genre, je suis avec moi, je vais être dans mon corps, je vais faire ce que j'ai envie, je vais écrire, je vais machin, mais c'est les moments où j'ai les meilleures idées de génie, je peux vous le dire, quoi. Donc, ça, c'est un des super pouvoirs du cycle féminin. Mais en fait, dans le tantra, il y a cette idée que donc l'oracle, c'est en fait la femme dans cette période menstruelle. Et en fait, c'est un moment où la vérité sort de nous très rapidement et très crûment. Mais du coup, c'est un moment où vous allez dire votre vérité beaucoup, en fait. Et ça a énormément de valeur, en fait, parce que à travers cette capacité à dire votre vérité, vous allez initier des nouveaux cycles dans votre relation, quand vous êtes dans une relation où il y a une forme d'écoute et de réception. Et du coup, la femme, même si on la prend le féminin, même si on le prend du point de vue tantrique qui a 5000 ans avec quelque chose qui est quand même assez stéréotypé, si c'est aussi initiateur dans cet ordre-là, en fait. C'est pas juste pas initiateur de la même manière. Et après, faut pas confondre yin-yang et homme-femme. On a tous les deux. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai du masculin et du féminin. C'est juste comment j'arrive à danser avec, comment j'arrive à créer ce masculin, cette sécurité intérieure en moi aussi, pour pouvoir être dans l'expression de moi. Et après, savoir danser avec, ou quand... moi, je me rappelle, il y a des années, je me faisais accompagner par une coach en sexualité et du coup, je lui parlais de mes difficultés qu'on avait au lit où je ressentais, c'était un peu chaotique des fois, je sentais que c'était un peu compliqué et tout. Et elle m'avait regardé, elle me fait, peut-être qu'il y a trop de pénis dans ce lit-là. Et franchement, j'avais mal pris sur le coup. Mais elle avait raison. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez être une femme forte, une femme leader, une femme tout un tas de choses, amener, c'est pas du tout incompatible. Mais en fait, si vous voulez avoir une relation érotique merveilleuse et transformatrice et évolutive, il va falloir polariser votre relation. Et quand on a 2 pénis dans un lit, il n'y a plus de polarité. Il y a un problème en fait. Pour ceux qui ne savent pas, la polarisation, c'est vraiment c'est comme l'électricité, c'est-à-dire que vous avez le plus et le moins. Et en fait, alors je crois on va dire le plus ce serait le féminin et le moins le masculin. Et je crois que dans l'esprit des gens, c'est l'inverse. Mais du coup, en fait, si vous êtes deux polarités plus dans un lit, il n'y aura pas de courant électrique en fait. Du coup, il n'y a pas de désir. Donc c'est vraiment comment est-ce que moi j'arrive à danser avec ça pour que je sois plus dans mon féminin, pour l'autoriser à être plus dans son masculin, et que d'un seul coup, il y a un truc où vous croisez, et c'est genre... Mais parce qu'en fait, il y a cette polarité qui a été créée. Oui, puis j'ai envie de dire, pour rebondir un peu sur ce que tu disais au début, c'est que si on reste dans une seule polarité, donc réception en tant que yin, en tant que femme, et donc dans le don en tant qu'homme, en tant que yang, il y a forcément une forme de lassitude aussi qui va s'installer. Ah oui, complètement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais, il ne faut pas se voiler la face. On se lasse au bout d'un moment. Si une polarité prédomine en permanence, c'est plus du tout vibrant, c'est plus du tout intéressant au bout de quelques années. Voire même... Tu veux dire dans le couple ? Dans le couple et même dans la vie en général. C'est-à-dire que si à la maison, c'est toujours la même polarité, on s'ennuie en fait. Ouais, complètement. On se fait chier. Et c'est là où moi j'adhère pas totalement à tout ce qui est milieu du tantra et des polarités. C'est que dans mon expérience, c'est intéressant d'expérimenter tout le spectre. C'est-à-dire que par exemple, si on parle BDSM, vous avez les logiques de soumission et de domination. Moi, j'aime pas trop ces mots parce qu'ils sont vachement... c'est très distordu dans la tête des gens, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Mais du coup, c'est intéressant. Moi, spontanément, mon mode le plus facile, ça aurait été une forme de soumission, bizarrement.
parce qu'en fait, ça vient contrebalancer mon côté très dominatrice dans le quotidien. Et en fait, ça a été hyper intéressant pour moi d'explorer tout le spectre et du coup de m'approprier aussi mon côté dominante dans la sexualité, parce que ça m'a permis de réaligner des choses dans ma vie quotidienne, en fait. Sur ma manière d'être dans le business. Et en fait, ça m'a permis de travailler ce que j'appelle un masculin sain. Parce qu'il faut bien comprendre que le masculin qu'on le vit, tel qu'on le vit depuis 2000 ans, c'est pas un masculin sain. On ne connaît pas encore ce que c'est qu'un masculin sain sur cette terre. Vraiment. Beaucoup de yang toxique, ouais. Voilà. Donc du coup, c'est comment est-ce que je crée ce yang sain à l'intérieur de moi. Et je trouve qu'à travers l'exploration de cette sexualité, c'est très très beau parce que la polarité masculine dans ces espaces-là, notamment dans le BDSM, le fait d'être dans vous êtes celui qui tient l'espace, en fait. Vous êtes en responsabilité de l'espace. C'est vous. Donc, en fait, votre attention est portée sur l'autre en permanence. À la différence de la soumission, en fait, votre attention est portée sur vos sensations et sur vous. Et du coup, c'est vraiment, en fait, vous êtes là pour être le réceptacle du plaisir de l'autre et l'accompagnant du plaisir de l'autre. Donc, c'est une grande responsabilité. Et du coup, ça apprend à être à l'écoute des micro-signaux de l'autre, à être à l'écoute de l'autre, à être dans un alignement et une justesse qu'on ne nous apprend pas forcément au quotidien. Et c'est pour ça que je trouve que c'est des pratiques géniales à explorer sur tout le spectre. De ne pas vous limiter, même si vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre des polarités, explorez ce que ça donne si votre partenaire est dans du yin et vous dans du yang. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que ça change? Moi, j'aime bien dire, on a tout le spectre de l'humain à l'intérieur de nous, en entier. Et du coup, le but du jeu, c'est d'expérimenter tout pour se réapproprier tout. Et du coup, c'est là où vraiment c'est intéressant de sortir encore une fois des croyances limitantes. La femme est yin, l'homme est yang. Non, on est tout en fait. Bien sûr. Et alors, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu remets en question la croyance qu'on a des vies séparées. Vie privée, vie sexuelle, vie professionnelle, vie intime, vie amicale, vie familiale, etc. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nos espaces intimes, même le plus intime, le plus profond, comme la sexualité, va avoir des conséquences et des échos, finalement, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, amoureuse, etc. Donc, on a toujours ce truc-là. Alors, moi, pour le coup, c'est une croyance que je soutiens très fort, c'est que tout ce qui se passe dans mon microcosme, donc toutes les limites que je mets ou pas, tous les dates que je peux avoir si je suis célibataire ou tous les moments que je vis avec mon conjoint si je suis en couple, sont le reflet finalement de ce que je peux vivre après dans ma vie pro, dans ma vie quotidienne, qui est moins intime, dans ma vie publique. Complètement. Et je te suis totalement, et je crois que ce mythe de ça, c'est encore un truc on se fout de notre gueule, mais l'équilibre vie privée, vie pro, ça n'existe pas. D'accord? Est-ce qu'on peut arrêter de courir après un mythe? C'est-à-dire qu'on est dans une danse, où il y a des moments où vous allez peut-être être plus d'un côté et plus de l'autre, mais en fait, c'est avant tout comment est-ce que je navigue dans tout ça, en fait? Comment est-ce que j'explore tout ça? Donc, je te rejoins totalement, et en plus... Alors moi, je suis entrepreneur depuis assez longtemps. J'ai eu d'autres business avant et je les ai managés de manière très masculine à plein de niveaux. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ce travail sur ma sexualité et tout ça, ce qui n'avait rien à voir avec le boulot que je faisais où je me faisais accompagner en tant qu'entrepreneur, et en fait, j'ai commencé à faire évoluer ma manière d'entreprendre, parce que je me suis aperçue qu'il y a énormément de choses qui n'étaient pas du tout en accord avec moi. Pas du tout, ne serait-ce qu'à travers mon rythme physiologique. Enfin, on a un rythme physiologique. Si ça vous intéresse, j'ai dû faire une montagne de live et d'épisodes de podcast sur le sujet. Allez-y. C'est vraiment, on a 4 rythmes, et en fait, à chaque rythme, à chaque période doit correspondre à un type de fonctionnement. Sinon, vous vous cramez. C'est pas un hasard si plus de 60% des femmes aujourd'hui ont des dérèglements hormonaux. Donc, c'est comment est-ce que travailler sur ma sensualité, travailler avec mon plaisir, ça va faire évoluer ma manière d'être autour, ma manière d'être en relation. Travailler sur mon masculin sain dans mon business m'a permis de faire évoluer des choses dans ma relation, et ainsi de suite. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai intégré ça, c'est pareil, c'est beaucoup plus fluide en fait, parce que vous savez que
ce que vous allez traverser d'un peu merdique dans votre business, et ça va se manifester de l'autre côté aussi. Donc, du coup, voilà. Et puis, vous allez le gérer différemment parce que vous n'êtes pas scindés, séparés avec des tiroirs à droite à gauche. En fait, vous êtes qu'un. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et ça, c'est vraiment une des forces du féminin. C'est comment est-ce que je peux tout réintégrer. Le féminin, c'est vraiment cette idée de magnétique, je prends tout à l'intérieur de moi, je suis tout ce qui existe. Et c'est vraiment magique. Alors justement, on approche, donc ça fait une super belle transition pour la question de fin que je pose toujours à la fin. Tu la connais, cette question, qu'on approche à la fin du podcast. Et Caroline, penses-tu que les femmes sont illimitées? Ah oui, les hommes aussi d'ailleurs. Ah oui. En fait, je pense que on porte, c'est le thème de ton podcast, et moi c'est pas juste une croyance, c'est vraiment une expérience personnelle à plein de niveaux. Plus vous allez faire sauter des croyances et des limitations, plus vous allez vous apercevoir que l'univers est grand et que les possibilités sont infinies. Et du coup, c'est vraiment comme ça que vous allez faire évoluer les choses et que vous allez faire évoluer votre vie en fait. Donc oui, je pense qu'on est illimité. Après, je pense aussi qu'on vit dans un monde fini avec un corps et qu'il faut arrêter de planer à 15 000 et il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place et d'être intégrées et d'être répétées et d'être faites, et que le coup du « Ah, je vais faire ce programme-là et maintenant je suis tout guérie, ça va être génial ». Non, en fait, c'est moi quand je vous dis, ça fait 20 ans et tous les jours encore aujourd'hui, je me lève et les premières choses que je fais tous les matins quand je me lève, c'est de mettre des écouteurs dans mes oreilles et de me rouler sur le sol et d'ouvrir mon bassin et être dans mon corps et dans ma sensation, mais ça participe de mon quotidien et en fait, ça me fait évoluer tout le temps. Il y a encore 3 jours, j'ai lâché un truc émotionnel de ouf qui entravait énormément de choses, et il y a 1 mois et demi, j'ai découvert quelque chose qui a complètement retourner ma manière d'être et influer sur ma manière d'être dans le business, dans tout ce que j'ai créé. Je l'avais jamais vu avant. Ça fait 20 ans que je bosse sur moi. Donc oui, là aussi c'est infini, vous voyez. Mais du coup voilà, on vit dans la matière, donc c'est aussi oui, il y a des efforts, oui, il y a du travail à mettre en place. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, le féminin, votre corps, le plaisir, va falloir investir du temps, de l'énergie, de l'argent dedans. En fait. C'est ça. Secret, quoi. Je dirais que la connaissance de soi et les facettes de soi sont infinies parce que de toute façon, elles évoluent tout le temps. Ouais. En revanche, il faut faire attention avec la croyance limitante que être heureux, le travail n'est jamais terminé, alors que non, en fait, on peut vivre cet état d'esprit de plénitude très rapidement. Ça peut même être après quelques séances avec un thérapeute. Vraiment, ça peut aller très très vite. Ouais, complètement. En revanche, la connaissance de soi, c'est autre chose. C'est infini et c'est génial, et c'est vraiment un chemin génial, et je te rejoins là-dessus. C'est cette croyance-là, elle s'articule sur le je suis pas assez, je suis pas aimable, je suis pas suffisamment pour être heureux, tu vois. Et du coup, c'est moi j'aime bien dire, et c'est pour ça que j'aime ce travail sur le corps, c'est-à-dire que par exemple travailler sur cet état de sensation de gratitude dans votre corps, moi c'est un truc j'ai mis longtemps, mais aujourd'hui c'est mon quotidien quasiment tous les matins. Mais parce que je l'ai cultivé. Donc oui, je suis imparfaite. Oui, j'ai encore des trucs, laissez tomber. Oui, des fois, je pète des câbles et je suis à la masse et je reviens et je m'excuse et je refais le boulot et tout. Mais oui, je peux être heureuse aujourd'hui aussi. C'est pas un truc qui doit attendre la perfection, en fait. C'est un truc qui existe maintenant. Et que quand vous allez le sentir maintenant, vous allez vous apercevoir que vous pouvez être... en PLS parce que vous allez aller voir vos règles demain et qu'émotionnellement vous allez exploser, et être dans la gratitude et la beauté du moment, et ce n'est pas incompatible. C'est ça. Vraiment, Caro, merci infiniment pour cet épisode. On est vraiment bien resté dans le thème, donc j'ai adoré, parce que souvent on divague, toi et moi, on va partout dans tout le temps. Là, je trouve qu'on est quand même resté hyper concentrés. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'ai bien aimé, puis ça s'est recoupé à plein de moments. Il y a des questions qui sont recoupées et tout, donc c'était cool. C'est ça, tout est lié, tout est lié. J'aurais adoré continuer d'en parler encore pendant des fois. Non, mais on refera un épisode l'année prochaine sur un autre thème encore. Oui. Bon, Caro, merci infiniment d'être venue sur le podcast. C'était un vrai plaisir. C'est un épisode important. Je pense que c'est vraiment, moi, j'adore le travail que tu fais autour des croyances limitantes, et parce que c'est aussi le nerf de la guerre à plein de niveaux, en fait. Ce qu'on porte dans notre tête conditionne notre réalité. Exactement. Caro, merci infiniment.
Merci à toi, je t'embrasse. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!